Eva Ducet, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Mercredi 9 juin 1999. Après avoir de nouveau expérimenté la méditation en couple, qui se termina immanquablement par un très gros câlin, et le petit déjeuner, ils décidèrent d'aller profiter un peu de la plage du Fumarole avant les heures trop torrides. Cette plage, qui devait son nom aux fumerolles liées à l'activité volcanique souterraine de l'île, avait naturellement un sable chaud, dont la température pouvait devenir très élevée pendant la journée. Les habitants venaient même faire cuire des aliments sous ce sable. Tôt le matin, la température était agréable. Éléonore ne résista pas longtemps à l'appel de l'eau et se débarrassa prestement de sa courte robe. Entrer dans cette eau chaude était beaucoup plus facile que d'entrer dans la Manche. Dès que la profondeur lui permit, elle plongea et réémergea une bonne dizaine de mètres plus loin. François plongea à son tour et réapparut juste derrière elle pour l'enlacer. Elle se retourna pour se blottir dans ses bras, chercha son regard, le contempla un moment. Il lui prit les lèvres pour un long baiser qui déclencha en lui l'onde de chaleur habituelle. Éléonore enroula ses jambes autour de ses hanches et se pressa contre lui en couvrant son cou de baisers. « Tu sais à quoi tu t'exposes » lui murmura-t-il. « Très précisément, répondit-elle. Mais elle se ravisa et s'écarta brusquement. « Mais avant, tu dois me rattraper. » Elle s'éloigna rapidement en crawl. Après un bref instant de surprise, il se lança à sa poursuite et eut quelques difficultés à la rattraper. « Enfin, je te tiens. »« Parce que j'ai ralenti le rythme. »« Je te tiens quand même. Ai-je droit à une récompense ?»« Oui, mais pas tout de suite. Je te propose de revenir au clair de lune. Parce qu'en plein jour, nous risquons de nous faire arrêter pour attentat à la pudeur, répondit-elle en lui entr'ouvrant les lèvres pour explorer sa bouche. Ils s'attardèrent un peu sur la plage, le temps de sécher un peu, et prirent le chemin du retour vers l'hôtel, main dans la main, en faisant un petit détour par les ruelles en pente abrupte où les bougainvilliers cascadaient sur les façades de certaines maisons. Au niveau du parc thermal Aphrodite-Apollon, ils virent arriver face à eux une jeune femme brune. Elle fixa ses yeux noirs sur François et l'interpella. « François, tu ne me reconnais pas ?»« Si, répondit-il, l'air gêné. « Graziella, c'est ça ?»« Oui, je vois que tu n'as pas oublié mon visage, et le reste non plus peut-être. » Elle tourna alors la tête vers Éléonore. « Une nouvelle conquête, s'enquit-elle ? » ?»« Ma femme, rétorqua François, en serrant la main d'Éléonore un peu plus fort. « Et elle sait pour nous ?» dit Graziella à François avec un sourire en coin. Éléonore ne laissa pas le temps à François de répondre. « Je sais que mon mari a eu une vie avant moi, et, à mon avis, vous êtes une de ses conquêtes parmi beaucoup d'autres. » Elle essayait de donner le change, mais sa gorge commençait à se nouer. « Évidemment. Mais certaines liaisons peuvent avoir des conséquences. Un enfant, par exemple, lança perfidement la jeune femme brune. « Eh oui, François, tu as un fils. Il a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. » Éléonore sentit ses jambes trembler, mais elle résista. Elle avait l'impression que tout son corps se liquéfiait. Brusquement, elle lâcha la main de François et se mit à courir vers l'hôtel. Le jeune médecin était resté sidéré, mais finit par réagir. « C'est impossible, balbutia-t-il. J'ai toujours utilisé des préservatifs. »« Il y en a quelquefois qui sont défectueux, » rétorqua Graziella d'un air satisfait. « Si tu veux faire la connaissance de ton fils, j'imagine que tu te souviens où j'habite. Tu verras, il est blond aux yeux bleus, comme toi. » Elle s'éloigna d'un pas rapide. François resta encore un moment immobile, puis il se rappela le visage de sa jeune épouse juste avant sa fuite, cette extrême pâleur. « Mon Dieu, Éléonore !» Éléonore arriva essoufflée à l'hôtel, passa comme une flèche devant Margherita et Nona sans les voir, et se dirigea en courant vers les escaliers menant aux chambres. Les 2 femmes se regardèrent, interdites. La jeune infirmière, toujours si souriante et avenante, ne se serait jamais comportée ainsi s'il ne s'était pas passé quelque chose de grave. Quand elles virent arriver François, livides, elles l'interceptèrent. « Que se passe-t-il, François » demanda Nona. « Pas le temps, il faut que je rejoigne Éléonore. » Il leur échappa,
monta 4 à 4 les escaliers, mais se heurta à une porte close. « Éléonore, ouvre-moi, je t'en supplie, il faut qu'on parle. »« Plus tard, François, j'ai besoin d'être seule, laisse-moi, » répondit-elle avec des sanglots dans la voix. Le jeune homme redescendit vers l'accueil, accablé. Nonna et Margherita étaient restées à la même place. Margherita le prit par la main comme un enfant. Il avait l'air complètement perdu. Elle l'emmena dans le bureau attenant à la réception, où il s'affala sur le sofa, la tête entre les mains. Nonna les suivait. Elle s'assit à côté de son petit-fils et le prit dans ses bras. « François, qu'y a-t-il ?»« Oh, Nonna, si tu savais. »« Eh bien non, justement, je ne sais pas. Nous avons croisé Graziella. Elle m'a dit qu'elle avait eu un enfant et que cet enfant est de moi. Et Éléonore... Oh, Nonna, je ne veux pas la perdre, elle est toute ma vie. »« François, calme-toi, » dit Nonna en le berçant. Margherita, qui était restée muette jusqu'alors, s'écria. « Graziella ment, François. Son fils ne peut pas être le tien. »« Mais Margherita, j'ai bel et bien couché avec elle. J'utilisais des préservatifs, mais, comme elle me l'a rappelé, certains sont défectueux. Les dates correspondent. »« Tu en es sûre ?» rétorqua sa tante. « Si mes souvenirs sont bons, en 1996, tu as séjourné à Ischia la première quinzaine de juillet. »« Oui, je me rappelle. »« Eh bien, le fils de Graziella est né le 18 mai. »« Tu veux dire que si tu es le père de cet enfant, elle l'a porté pendant 10 mois. Tu es médecin, je ne vais pas te faire un dessin. »« Ça ne change rien. Éléonore ne veut pas me voir et peut-être que je vais la perdre. » Nonna se redressa et déclara d'un air péremptoire. « Non, François, tu ne la perdras pas. Et moi non plus, je ne veux pas perdre ma nouvelle petite-fille. Je vais aller lui parler, elle m'écoutera. » Antonella quitta le bureau et se dirigea vers la chambre du couple. Elle ne frappa pas à la porte. Elle utilisa directement son passe. Après tout, il s'agissait d'une urgence. Elle trouva Éléonore prostrée sur le lit, s'approcha doucement, puis s'assit au bord du lit. « Éléonore, ma petite fille, c'est Nonna, » dit-elle en la prenant dans ses bras, la berçant comme elle venait de le faire avec François. « Oh Nonna, j'ai mal, tellement mal. Je savais que François avait connu beaucoup de femmes avant moi, mais je n'avais pas envisagé qu'il ait pu avoir un enfant. Oui, c'est vrai qu'il a séduit beaucoup de filles, mais il n'était jamais tombé amoureux jusqu'à toi, ma chérie. Et crois-moi, il est amoureux fou de toi. Il n'a pas eu d'enfant avec Graziella. »« Pourtant, elle a l'air sûre d'elle, » répondit Éléonore, les larmes aux yeux. « Son fils a bien les cheveux blonds et les yeux bleus, mais Graziella n'a pas couché qu'avec François. Et elle choisissait toujours le même type d'homme. Vu la date de naissance de son fils, le père ne peut être mon petit-fils, mais l'un de ses amants allemands ou britanniques de passage qui ont suivi. Ça n'empêche pas que François ait pu avoir un enfant sans qu'il le sache, avec n'importe quelle autre fille avec qui il a fait l'amour, même s'il a toujours eu des rapports protégés. C'est une éventualité, en effet, mais jusque-là, aucune ne s'est manifestée. Nonna, je l'aime tellement. Je ne peux pas vivre sans lui, mais j'ai besoin de digérer tout ça. Je comprends, Éléonore, mais tu dois savoir qu'il attend que tu acceptes de le voir, de lui parler. Il est désespéré tant il a peur de te perdre. Est-ce que tu l'autorises à venir? Oui, je veux bien, Nonna. François attendait dans le petit bureau, recroquevillé sur le sofa. Quand il vit sa nonna entrer, il bondit sur ses pieds. « Elle t'attend, François. Tu as une femme merveilleuse, tu le sais. »« Je le sais, Nonna. Alors cours. Vous avez besoin d'être seuls tous les deux. Je vous apporterai un plateau au repas vers 13h. En attendant, réconciliez-vous et faites-moi un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille. Je veillerai à ce que personne ne vous dérange, » dit-elle avec une lueur malicieuse dans ses yeux bleus. Le jeune médecin s'approcha timidement du lit sur lequel Éléonore était toujours recroquevillée. Il s'allongea près d'elle, hésitant à la prendre dans ses bras. C'est elle qui vint s'y réfugier. Il caressa longuement ses cheveux, le cœur battant. Elle leva enfin le visage vers lui, plongeant son regard vert dans ses yeux bleus. «
Je n'imagine pas vivre sans toi, François, balbutia-t-elle. Mais je n'avais pas envisagé qu'il puisse y avoir des traces de tes anciennes relations. Pourtant, c'est logique. Mais je t'aime plus que tout. Et s'il s'avère qu'un jour nous découvrons qu'il y a quelque part un enfant qui soit vraiment le tien, je l'accepterai. Il faudra lui faire une place dans notre vie. Je ne pense pas qu'il y ait un enfant de moi quelque part. Mais je suis d'accord avec toi. J'accepte les conséquences de mes actes. Mais c'est avec toi que je veux avoir un enfant, et même plusieurs. J'ai eu si peur de te perdre. Sa voix trahissait une réelle émotion, et il serra si fort Éléonore qu'elle en suffoqua presque. « Que ferais-je sans toi » gémit-il. Elle s'agrippa à lui. Elle aurait voulu que leurs corps ne fissent plus qu'un, et lorsqu'elle sentit le désir de François monter, elle s'abandonna tout entière avec joie, impatiente de le sentir en elle. Et il prit le corps qu'elle lui offrait avec une ardeur égale à la sienne. Ils ne pouvaient plus s'arrêter. Le désir qu'ils avaient l'un de l'autre naissant sans cesse, jusqu'à ce que leurs estomacs les rappellent à l'ordre. Ils engloutirent le contenu du plateau repas préparé par la nonna et vidèrent la demi-bouteille de Verdicchio dei Castelli di Gesi. Le vin faisait briller les yeux d'Éléonore. Ceux de François exprimaient clairement son intention de reprendre leurs ébats. Quand cette faim qu'ils avaient l'un de l'autre s'apaisa enfin, l'après-midi était bien avancé. Leurs yeux brillants et leur air comblé ravirent Nonna quand elle les vit redescendre. Elle leur fit signe de la rejoindre dans le grand salon où se trouvaient déjà Alberto, Margherita, Vittoria et Matteo. Vittoria prit la parole. « François, je suis désolée de remettre ça sur le tapis, mais je pense qu'il faut que tu mettes Graziella au pied du mur. Elle ne peut pas faire courir une rumeur infondée impunément, même si personne n'est dupe dans le village. »« Où veux-tu en venir » demanda François. « Va la voir, ainsi tu verras son fils, qui ne te ressemble d'ailleurs pas. Demande-lui de venir boire un verre ce soir, au prétexte de prendre des dispositions pour l'enfant. »« Tu veux que François joue la comédie, qu'il fasse semblant de croire que l'enfant est son fils, dit Éléonore. Exactement. Ce soir, nous organisons une soirée dansante autour de la piscine où assisteront pas mal de gens du village. Et j'ai bien l'intention de piéger cette peste. Et quand ma femme a quelqu'un dans le nez, ça peut saigner, s'exclama Matteo en riant. Les Italiennes ont le sang chaud. La soirée ne faisait que commencer. Vittoria et Éléonore profitaient encore de la piscine avec des habitués de l'établissement. Thomas, éditeur, mis dans la confidence par leur jeune couple d'amis, était accoudé au bar, non loin de François. Un grand nombre d'habitants du village, amis de la famille Mazzella, étaient présents à cette soirée décontractée, se mêlant aux clients, en majeure partie des habitués. Graziella fit une entrée remarquée, moulée dans une robe rouge très décolletée. Quand Éléonore vit sa rivale arriver, elle sortit de la piscine et s'essuya avant d'enfiler une jupe très courte assortie à son bikini émeraude. Elle s'avança vers Graziella, adoptant ostensiblement une assurance de top modèle comme lorsqu'elle défilait sur les podiums pendant sa carrière de mannequin. Les deux femmes étaient belles, mais les regards admiratifs se rivèrent sur le corps parfait, la silhouette à la fois racée et sensuelle de la blonde, plus que sur la brune. « Bonsoir, Graziella. Je ne dirais pas que je suis ravie de te revoir, ce n'est pas le cas. Mais François a tenu à rencontrer celui que tu prétends être son fils, et je respecte sa décision. Il t'attend, suis-moi. » Éléonore amena Graziella jusqu'à François, puis se dirigea vers ses amis Thomas éditeur. Quelques couples dansaient un slow sur la piste. « Et si on réveillait tout ce joli monde, Élie ?»« Volontiers, Thomas. Une petite samba pour réchauffer l'ambiance ?»« Ça me va. » Suite à un petit signe au disc-jockey de la soirée, la musique d'Un dos tres Maria de Ricky Martin envahit l'espace. François offrit un verre à Graziella, mais ses yeux étaient rivés sur le déhanché de sa femme, mis en évidence par la courte jupe. Une bonne partie de l'assistance suivait également des yeux la prestation du couple. « Je comprends que tu te sois entiché d'elle, mais j'utilise très bien aussi mon bassin, tu dois t'en rappeler. »« Honnêtement, pas vraiment, répondit François laconique. Mais je ne t'ai pas fait venir pour parler de ton déhanché, mais de ton fils, qui est adorable d'ailleurs. » « Il a les mêmes yeux que toi, François. »
Vu le nombre de blonds aux yeux bleus l'été à Ischia, ce ne sont pas forcément mes yeux à moi. Il tourna de nouveau la tête vers le couple Éléonore Thomas qui venait d'effectuer des portées qui laissèrent le public bouche bée, y compris Gradiella. Le disque jockey reprit la parole. La prestation que vous venez de voir vous a été offerte par 2 danseurs professionnels. Je vous présente Éléonore, qui vient de France, et Thomas d'Allemagne. Vous en voulez encore? Oui, répondit le public. Alors, petite info au passage. Éléonore a fait partie des danseurs de Prince. Vous l'avez peut-être vu dans le clip Cream de Prince ou Suicide Blonde d'INXS. Alors, attendez-vous à du lourd. La musique de Kiss de Prince retentit. Éléonore dansa un moment seule, démontrant tout son talent, et invita ensuite le public ravi à se joindre à elle en leur montrant les pas de la chorégraphie. François, après un long moment de silence, reprit sa conversation. Cependant, si ton fils est vraiment de moi, j'assumerai mes responsabilités. Je savais que tu étais quelqu'un de bien, François, répondit Gradiella, ravi. Tu as enfin retrouvé le père de ton fils, Gradiella, les interrompit le maire du village, goguenard. Comme tu vois, Paolo, rétorqua la jeune femme enhardie. You and I retentit soudain. François se leva. Excuse-moi, mais c'est notre chanson à Éléonore et moi. Attends-moi, je reviens. Il avança très lentement, fit un grand tour, les yeux rivés sur la femme de sa vie qui exécutait la chorégraphie qui lui était dédiée, sous les yeux ébahis des personnes présentes. Le talent de la danseuse explosait aux yeux de tous. François arriva à côté d'elle pour lui tendre la main au moment où elle tendait les bras vers lui. Il l'enlaça pour un slow langoureux. Éléonore se détacha de son mari pour tourner autour de lui, puis elle refit son développé à la seconde pour poser sa cheville sur l'épaule de François, qui lui caressa la jambe sous les yeux médusés du public. Elle redescendit sa jambe pour arriver en fente en le frôlant, puis remonta les yeux dans ceux de François qui la saisit alors par la taille et la souleva au-dessus de lui. Elle se laissa ensuite glisser le long du corps de son amant et se cambra avant de se coller de nouveau à lui. Elle lui caressa alors le visage, passa sa main dans ses cheveux. Leurs lèvres se joignirent pour un long baiser. François ne lâcha sa bouche que pour la porter dans ses bras. Elle s'agrippa à son cou et rechercha de nouveau ses lèvres. « Ne soyez pas offusqués, c'est de là son mari, crut bon de préciser le disque jockey. Eh oui, la belle Éléonore a trouvé son prince charmant. Désolé, messieurs, et désolé, mesdames, car son mari n'est autre que le beau François, neveu du propriétaire de cet établissement. Une ovation pour les jeunes mariés. » François n'avait toujours pas reposé sa femme. Il ne le fit que devant Gradiella. « Bien, Gradiella, continuons. Tu dis donc que ton enfant est mon fils. Tu peux me dire à quelle date il est né exactement ? Le 18 mai 1997. Il y a un problème alors. Comment ça ? En 96, j'étais présent à Ischia la première quinzaine de juillet. Affirmatif, dit une voix juste derrière Gradiella, celle de Paolo. Et alors ? Répliqua la jeune femme sur la défensive. Ça veut dire que ta grossesse a duré environ 10 mois. Un dépassement de terme de 3 semaines minimum. Possible, mais pas si fréquent que ça. Tu dis toi-même que c'est possible. Effectivement, mais pour en être sûr, il y a un moyen simple. À ce moment-là, François sortit d'un tube avec un écouvillon. Tu oublies que je suis médecin, Gradiella. Cet après-midi, quand je suis venue voir ton fils, tu nous as laissés seuls quelques instants pour aller chercher des photos de lui, bébé. J'en ai profité pour faire un prélèvement de salive, que voici. De quel droit ? François l'interrompit. Du même droit que tu as usé pour faire croire à tout le monde que ton fils était le mien, ce qui est faux, car pour un enfant né après terme, ton fils sur la photo prise le lendemain de sa naissance a encore du lanugo sur le front et les tempes. Tu sais, ce duvet qu'ont les bébés également sur le dos et les épaules. Ça signifie que ton fils est arrivé un peu avant terme, ou juste à terme à la rigueur. Dois-je envoyer cet écouvillon pour un test ADN ? Pas la peine, tu as gagné. Je ne sais pas qui est son père. Alors évidemment, c'était plus facile de piéger François. Tu savais qu'il reviendrait à Ischia puisqu'il y a de la famille. Pratique, Gradiella, hein ? Intervint de nouveau Paolo. Si tu veux savoir, personne n'était dupe.
Graziella ne dit plus rien. Elle vida son verre et préféra s'éclipser discrètement. François enveloppa Éléonore de ses 2 bras. « Merci de m'avoir fait confiance, mon amour. Je t'aime, c'est aussi simple que ça, et j'adore ta famille prête à en découdre pour te défendre. Et moi, j'adore tes amis, qui ont tout enregistré au cas où, » ajouta François, en faisant un clin d'œil à Thomas, éditeur. « D'ailleurs, si on allait danser, lança Thomas, je crois qu'on peut profiter de la soirée maintenant. » J'ai l'impression que notre baignade au clair de lune est reportée à demain, murmura Éléonore à l'oreille de François. Dommage. Ceci dit, nous avons fait l'amour une bonne partie de l'après-midi, donc je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment récupéré. Mais comme tu es l'infirmière la plus compétente que je connaisse, tu connais très bien les techniques de réanimation. Les ressources sont surtout en toi, mon amour, répondit-elle moqueuse. Jeudi 10 juin 1999. Ils dormirent plus tard ce matin-là. Levée dans les bras de François, Éléonore n'avait pas envie de bouger. Elle, habituellement matinale, dut faire un effort pour se lever. Laissant son mari dormir, elle enfila rapidement une brassière et un boxer pour sa séance quotidienne de yoga qu'elle fit durer. Elle sortait de la douche quand François émergea. Elle le contempla pendant qu'il s'étirait. Sa véritable faiblesse, c'était lui. Elle défaillit de tendresse. Soudain, elle eut envie de le toucher, le caresser, lui procurer du plaisir et s'abandonner à celui qu'il savait si bien lui prodiguer. Son regard trahit ses pensées, et les extraordinaires yeux bleus de François brillèrent d'un éclat particulier, prouvant qu'il avait compris. Un violent désir fit chavirer Éléonore, et elle dut se détourner pour recouvrer ses esprits. Elle restait préoccupée par ce qui s'était passé la veille avec Graziella. Il allait bientôt partir en mission, même si la date n'était pas encore précise. Ils seraient séparés plusieurs mois. Leur amour résisterait-il à cet éloignement ? Elle avait peur, horriblement peur qu'il cède à la tentation. Il attirait les femmes comme un aimant et avait eu beaucoup de relations, certes éphémères et purement physiques. Justement, il avait besoin d'assouvir ses besoins physiques. François s'étonna qu'elle ne soit pas venue le rejoindre. Il se leva, se colla à son dos, mais il la sentit tendue. Il la fit pivoter et plongea son regard bleu dans les yeux verts de sa femme. Les yeux émeraudes étaient un peu trop brillants. Des larmes commençaient à perler. « Éléonore, mon amour, que se passe-t-il ?»« J'ai peur, François, si peur. Bientôt, tu vas partir et... » Elle ne parvint pas à finir sa phrase, prise de sanglots irrépressibles. François resserra son étreinte, puis se recula un peu, prit son visage dans ses mains pour le couvrir de baisers, la reprit contre lui jusqu'à ce que les spasmes des sanglots s'atténuent. Mais les larmes coulaient toujours. Il continuait à lui caresser le visage. « Parle-moi, qu'est-ce qui te fait si peur ? Tu seras loin de moi et tu pourrais être tenté de... » « Tenter de quoi ? De faire l'amour avec d'autres ? C'est ça qui te fait peur, Éléonore ? C'est ça » cria-t-il presque. « Oui, » répondit-elle en baissant la tête. Il lui souleva le menton, la regarda au fond des yeux. « Tu n'as donc pas confiance en moi ? Je t'aime, Éléonore, tu entends ? Je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde, tu dois me croire. Je sais que tu as été ébranlée par l'histoire avec Julia et hier avec Graziella, mais elles font partie de mon passé. Depuis que nous avons fait l'amour ensemble, il n'y a que toi, rien que toi. Je n'ai envie que de toi. » Elle se noyait dans ses yeux bleus. Ses yeux ne pouvaient mentir. Non, ils ne mentaient pas. Elle s'abandonna dans ses bras. « Pardonne-moi, François. Je ne peux m'empêcher d'être jalouse. C'est affreux, c'est un sentiment que je n'avais jamais éprouvé jusqu'alors. Un sentiment que je comprends, car moi aussi je suis jaloux quand un homme te serre d'un peu trop près. Tu as bien vu ma réaction quand tu m'as parlé de Steph, et à cette époque, nous nous connaissions depuis 2 jours. Il ne s'était encore rien passé entre nous. Et ma réaction aussi quand j'ai vu Thomas. »« Oui, je me souviens, dit-elle en souriant. Mon amour, je saurais résister. Même si mon appétit sexuel peut être important, en fait, il n'est aussi important qu'avec toi, c'est toi qui le déclenche. Je n'ai jamais vécu ça avec aucune autre. » Il l'enlaça et la porta sur le lit, où elle céda sous ses baisers et ses caresses.
Ils n'oublièrent pas d'aller se baigner au clair de lune. Ils s'y rendirent aux alentours de minuit et eurent la chance de s'y retrouver seuls. Le sable était chaud, mais d'une chaleur bienfaisante, alors que l'après-midi, il était brûlant. Ils y restèrent un bon moment allongés, enlacés, à observer le clair de lune. Mais il était venu pour se baigner. François prit Éléonore dans ses bras pour entrer dans l'eau. La température était agréable malgré l'heure tardive. Soudainement, sans préavis, il la jeta à l'eau. Elle se releva, moitié grommelant, moitié riant. « Ça va se payer, dit-elle avant de plonger. » Il la sentit ressortir dans son dos, l'agripper et essayer de le déséquilibrer. Il se retourna pour la saisir par la taille, la souleva et la rejeta dans l'eau. Mais elle revint à la charge, obstinée. Il la sentit lui saisir les jambes et se prépara à être déséquilibré. Mais au lieu de cela, les mains de la jeune femme glissèrent sur ses cuisses, puis sur son ventre, son torse. Le reste du corps d'Éléonore suivit la même trajectoire. Ses seins, son ventre le frôlèrent, jusqu'au moment où la bouche de la jeune femme atteignit la sienne. La réaction de François fut immédiate, à la grande satisfaction d'Éléonore, qui se pressa contre lui, puis enroula ses jambes autour de son bassin. « Si je dois payer de cette manière-là, je me rends, lui murmura François, avant de lui entrouvrir les lèvres et d'explorer sa bouche. Ils firent l'amour dans l'eau et atteignirent rapidement l'orgasme. Toutefois, ils préférèrent regagner leur chambre à l'hôtel, s'arrêtant presque à chacune des marches de l'escalier qui y menait, pour s'embrasser, se caresser. Et après une douche pour enlever le sable et le sel qui collaient à leur peau, François porta Éléonore sur le lit pour poursuivre leurs ébats sans craindre d'être surpris. Vendredi 18 juin 1999. Le séjour à Ischia d'Éléonore et François touchait à sa fin. Le lendemain matin, ils devaient reprendre le ferry à destination de Naples, puis l'avion, direction Orly, où Laurent devait venir les chercher. Après cette soirée où Graziella avait avoué que François n'était pas le père de son fils, le jeune médecin et Éléonore avaient pu profiter du reste de leur séjour sereinement. Chaque matin, ils pratiquaient la méditation ensemble et François s'était même mis au yoga. Ils quittaient l'hôtel chaque matin pour visiter le sud de l'île. Ils marchèrent main dans la main le long de la mer, notamment sur les Maronti, vers les villages sur les collines avoisinant Serrara, arpentèrent les allées des vignobles verts d'Ischia au sommet du mont Epomeo et sa vue magnifique sur Procida. Dans le village, tout le monde les connaissait maintenant et les appelait par leur prénom. Plutôt que la voiture, François avait choisi le scooter pour faire visiter à Éléonore les ruelles et le Castello Aragonese d'Ischiaponte, ainsi que Forio, avec son centre historique, et l'église Santa Maria del Soccorso, toute blanche sur son promontoire. Il revint d'ailleurs plusieurs fois à Forio pour visiter les jardins Mortella avec leurs milliers d'espèces de plantes, pour se perdre dans les ruelles bordées de demeures aux murs d'un blanc immaculé ou aux couleurs acidulées, et profiter des agréables terrasses de café de la Piazza Matteotti. Éléonore aimait bien retrouver Nonna et Matteo en cuisine en fin de matinée, pour poursuivre son apprentissage de la cuisine italienne. Le jeune couple avait eu encore 2 entretiens avec le prêtre. Mais les autres jours, les voyait en début d'après-midi dans la piscine d'eau thermale, y jouant avec Lucrezia lorsqu'elle avait fini sa sieste. Ils avaient pris l'habitude de retrouver Thomas, éditeur, soit dans le grand salon, soit au bar proche de la piscine. Ils improvisèrent aussi d'autres mini-concerts à la demande de certains clients, et Éléonore et Thomas furent même sollicités par des clients pour les initier aux danses latines. Ce fut l'occasion pour François de progresser en salsa et même en tango. Laura, la cousine de François qui vivait à Rome, était également venue passer le week-end chez ses parents pour faire la connaissance de sa nouvelle cousine. Elle vint compléter le quatuor d'amis, car elle se lia rapidement avec Thomas et surtout Dieter, puisqu'elle-même enseignait l'allemand et le français. Avant leur dernière soirée, dont ils savaient qu'elle allait vraisemblablement s'éterniser, car ils voudraient encore profiter de leur famille et de leurs amis, ils décidèrent de s'isoler dans leur chambre pour passer l'après-midi en amoureux. Éléonore voulait François pour elle seule, et ce désir était réciproque. Elle était envoûtée par son regard, seule comptait ses bras qui la serraient, sa bouche sur la sienne, son corps contre le sien, et ce désir impétueux. Il la souleva et la porta sur le lit. Il l'avait à peine déshabillée qu'elle ouvrit avidement les jambes pour qu'il entre en elle.
Il s'enfonça en elle et elle se souleva pour venir à sa rencontre, animée par la même passion. Une fois de plus, il se rendit compte qu'elle était faite pour lui, assez profonde pour l'accueillir totalement, sans qu'il ait besoin de contrôler sa pénétration. Ils se laissèrent porter tous les deux par la déferlante de désirs croissants, à chaque va-et-vient, jusqu'à ce qu'une lame de fond les amène au sommet ensemble. Ils recommencèrent, en prenant leur temps cette fois, pour faire durer le plaisir. Quand ils atteignirent l'orgasme, ils restèrent longtemps immobiles, blottis dans les bras l'un de l'autre, le cœur battant. « Je t'aime », murmura Éléonore avant de s'assoupir. Ils dormirent jusqu'à 17 heures, refirent l'amour avec lenteur, attentifs à la montée de leur plaisir, jusqu'à la jouissance. Quand ils descendirent rejoindre leurs amis, les marques de leur béatitude étaient si évidentes qu'il aurait fallu être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'ils venaient de faire l'amour. Au bar, en les voyant, Thomas leva son verre. « À la santé des amoureux !» Pour la dernière fois, Françoise se mit au piano pour accompagner Éléonore, qui avait choisi « From This Moment » de Shania Twain pour une nouvelle déclaration d'amour à l'homme de sa vie. Ils rejoignirent Thomas, éditeur, pour boire un dernier verre. Thomas en profita pour danser encore avec Éléonore, mais c'est dans les bras de François qu'elle fit un dernier slow sur « She's the One » de Robbie Williams. Ils repartaient tous les quatre le lendemain. Éléonore et François vers Paris-Orly par le vol de 15h20, Thomas éditeur vers Munich par le vol de 17h35. Ils pourraient encore passer du temps ensemble sur le ferry et à l'aéroport avant de se retrouver l'année suivante pour le mariage religieux des amoureux. Ils finirent leur soirée avec toute la famille Mazzella, à l'exception de Laura, repartie à Rome après le week-end précédent. Le quatuor franco-allemand reprit le ferry le lendemain après un petit déjeuner avec les Mazzella. Éléonore et François firent un gros câlin à Lucrezia avant de partir.